n'a pas comparé. Vous allez retenir les défauts à sa charge. Quant à la partie, la veuve, dont je devais faire appel, les devoirs n'avaient pas été faits. Bon, on passe. Merci beaucoup. Le tribunal se déclare saisi sur la remise contradictoire à l'égard de la partie citante et à l'égard de la partie citée et retient les défauts à charge de la partie civile. Et quant à la comparution de la veuve, le tribunal passe la partie citante. Vous avez la parole sur laquelle c'est parce que les devoirs de séjour étaient éventuellement plaidoiries. La plaidoirie de séjour, dans l'espèce RP 517, il va falloir pour nous de commencer brièvement par relater les faits de la présente cause, dont nous serons surabondants dans notre note de plaidoirie. Succinctement, voici les faits de la cause comme elle se présente. La partie citante, M. Claude Malouma Mungongo, est propriétaire de la parcelle de terre portant le numéro cadastral 1724. La pièce se trouve être versée au dossier code 1 et qu'à ce jour, il avait été convenu entre parties au moment de l'achat de cette parcelle d'un prix total de 300 000 $ américains qui avait été apuré de manière échelonnée, dont la dernière date fut le 14 décembre 2017. Qu'à l'issue de cette vente, il a été malheureusement constaté que la partie citante n'avait jamais occupé en toute quiétude cette parcelle de terre, d'autant plus qu'il a eu des multiplications de plusieurs actions en justice, notamment les RC 114-326, les RC 112-346 et autres, dont les détails vous sera fournis dans la note de plaidoirie. Qu'au-delà de tout cela, il y eut encore plusieurs tentatives d'éviction, surtout tenant lieu à faire ou à exiger du citant des sommes d'argent alors qu'il l'avait déjà apuré. Que cela en était de trop. En date du 5 octobre 2021, les citants, par voie d'huissier, recevra une correspondance dans laquelle correspondance je peux toutefois verser le certificat est là. Pardon? C'est dans le dossier. Rien perçu, même pas un seul dollar américain sur la parcelle de terre portant le numéro cadastral 1724. Que curieusement, en annexe de cette correspondance par voie d'huissier, il y avait été annexé 7 pièces, notamment l'acte de vente avec conditions résolutoires, la convention de vente avec acompte, 2 décharges, ainsi que l'acte de reconnaissance datant du 17 juillet 2017. Qu'à l'examen de cette pièce, il s'avère que la partie citante constatera sans embâche que la signature y apposée n'est pas la sienne et que les déclarations y contenues non plus n'étaient pas les siennes. Voilà pourquoi, pour parer à cette imposture, la partie citante saisira votre tribunal sous RP 517 pour voir cet acte détruit et condamner la partie citée à telle peine que des droits. Tels sont brièvement les faits de la présente cause.
Prévention étant le faux à l'écriture. La deuxième prévention, l'usage des faux. Et la troisième prévention, la tentative d'escroquerie. Commençons par la première prévention. Les faux en écriture, au regard de l'article 124 du Code pénal livre 2, définit les faux en écriture comme étant cette infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. La jurisprudence nous donne ici des éléments constitutifs de cette infraction, qui sont l'altération de la vérité, l'intention frauduleuse et le préjudice qui en découle, ou les préjudices éventuels. Commençons par l'altération de la vérité. Il ressort de l'instruction telle que cela s'est passé devant votre cour, votre tribunal, que l'acte de reconnaissance datant du 17 juillet 2017 a été altéré de deux manières. Premièrement, il y a un faux matériel par la position d'une fausse signature n'émanant pas de la partie citante. On sait que cette signature, comparativement à tous les actes que nous avons produits au dossier, notamment les différents actes de vente, il en découle que la signature est tout à fait différente et que, comme démontré à l'audience, la partie du globe de la signature du client n'a jamais touché la ligne inférieure. Les faux intellectuels dont question ici résultent du fait que le client ne reconnaît pas avoir débité de quelque manière que ce soit, en quelque temps que ce soit, les propos qu'on lui attribue qu'il devait de l'argent aux cités pour motif ici des querelles familiales. Alors que dans le propre acte de vente, il est fait mention d'une convention de vente, des deux décharges qui constate effectivement que la créance avait été apurée en son temps. Et pire encore, en accompagnement de cet acte de reconnaissance, une carte de lecteur censée avoir été retournée à la CENI avait été annexée, certifiée le 30 décembre 2020. Or, qui dit certification conforme à l'original, on suppose qu'au moment de la certification de la pièce, celui qui certifie devait avoir l'original sous ses yeux. Or, en 2020, que nous le sachions tous, cette carte de lecteur avait déjà été retournée à la CENI et que la partie citante disposait déjà d'une nouvelle carte, l'actuelle en vigueur. Pour la doctrine, une signature n'est vraie que si elle provient de celui auquel elle se rapporte en réalité. La jurisprudence surabonde en disant l'imitation d'une signature, sous quelque forme que ce soit, constitue un faux matériel punissable. Les références vous seront fournies dans la note de plaidoirie. Mais disons déjà que la source, vous pouvez lire dans Bonichi Zungu, à la page 421 de son ouvrage. Ainsi, seront coupables de faux et usage de faux en écriture les prévenus qui imitent la signature de ses enfants sur un formulaire de changement d'adresse notamment. Là également, vous pouvez lire ça à la page 421, plutôt 422. S'agissant de l'intention frauduleuse dans les chefs du cité. L'intention frauduleuse, ici, résulte du fait que, par la position de cette signature tronquée, imitée,
et falsifié du citant, la partie prévenue avait manifestement nourri l'intention de pouvoir nuire au citant dans le but de se procurer des avantages illicites. Ici, en l'espèce, se procurer de l'argent alors qu'il le sait bel et bien, au regard de toutes les pièces, ici, l'acte de vente et les différentes décharges, que les 300 000 $ américains exigés par lui à l'époque ou au moment de la vente avaient bel et bien été versés. On essaie donc comprendre qu'à ce jour, que l'on vienne encore exiger une quelconque somme d'argent. Et encore que là, devant le même tribunal des séants, la partie prévenue a été versatile en ce que lui qui dit n'avoir rien reçu, mais les PV d'audience faisant foi, il dit qu'on les devait 150 000 $. Finalement, que voulez-vous? Les préjudices. Les préjudices, c'est tant moral que matériel. Le tribunal constatera sans problème que la partie citante se voit être ici sapée dans son honneur, alors qu'il a appiré toute la somme due à la partie prévenue. Mais voilà, il se retrouve ici devant la barre pour des faits qu'il ne devait pas être. Ainsi, son préjudice est énorme. Il se doit ici de faire appel au ministère des avocats, débourser beaucoup d'argent encore, alors qu'en ce moment, il devait être en train de jouir paisiblement des biens qu'il a déjà acquis. Le tribunal dira donc établi en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture à charge licitée. Nous définissons ce qu'il faut entendre par la tentative. La définition, nous vous l'épargnons. Le professeur Nyabiru Moumoueno Songa dit qu'il y a infraction tentée lorsque l'exécution des actes matériels consommant l'infraction est suspendue ou interrompue par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. L'article 98, lui, définit ce qu'il faut entendre par escroquerie. La définition étant longue, nous passons outre cette définition, référence à la loi. En l'espèce, la partie prévenue a tenté d'escroquer, tout simplement parce que, sachant qu'il avait déjà reçu le prix de vente de 300 000 $ américains, mais il se permet d'exiger encore des sommes d'argent et que cette façon de faire étant de l'escroquerie, mais qui a manqué son objectif, tout simplement parce que la partie citante s'était résolue de saisir le présent tribunal, cette circonstance étant indépendante de sa volonté. Ainsi, le tribunal des séants dira établi en fait comme en droit l'infraction de tentative d'escroquerie mise à charge d'ici. Mais devons-nous nous arrêter par là? Nous ne pensons pas. Voilà pourquoi nous pensons fonder l'introduction devant le présent tribunal de notre action en dommage-intérêt pour tout préjudice que la partie citante a subi, que nous évaluerons symboliquement à 100 000 $ américains. Il plaira donc à l'auguste tribunal de dire recevable et intégralement fonder la présente action, dire établir en fait comme en droit les infractions de faux en écriture, son usage et la tentative d'escroquerie, dans les chefs licités, les condamner à telle peine que de droit, ordonner la confiscation et la destruction de tous les titres attaqués, condamner ainsi le prévenu à 100 000 $ américains, frais comme de droit, et ce sera justice. Nous avons dit votre honneur. Qu'en est-il dans ce dossier, Madame le Président, où nous sommes venus nous constituer partie civile? Notre client, M. Kiama Nienze Titi, qui est donc héritier de la succession Nienze Kiama, est l'un des copropriétaires
des parcelles leur laissées par leur père, vient en ce jour devant votre tribunal Ce dernier, Madame le Président, vient par devers votre tribunal pour des préjudices ayant subi. Qu'en est-il, Madame le Président? Ils sont la partie civile et le prévenu sont des frères issus des messieurs de feu Nienze Kiama, qui est décédé à Kinshasa. Et voilà, Madame le Président, ce dernier laissa derrière lui plusieurs biens, notamment l'immeuble Kerélé à ce jour. Qu'est-ce qui va se passer en son temps? En son temps, comme toujours les héritiers étant en conflit entre eux, sur les biens comme nous le savons tous, le prévenu va contacter la partie citante pour pouvoir lui venir en aide sur le souci qu'il avait. Et ce dernier, par ruse, lui fera signer un certain nombre de documents au motif, en faisant semblant d'avoir versé une somme d'argent pour l'achat de cette parcelle. Ainsi, Madame le Président, comme ils faisaient route ensemble, parce que je ne sais pas comment les nommer, je peux les nommer des associés à l'époque, parce qu'ils faisaient route ensemble. Le prévenu était avec la partie citante et mon client était avec les autres héritiers. Pendant qu'ils faisaient chemin ensemble, parmi les documents signés par le prévenu, il y avait notamment la convention de vente. Vous allez vous rappeler que dans cette cause, depuis son instruction jusqu'au moment où nous prenons la parole pour la plaidoirie, Madame le Président, la partie citante n'a pas produit par devant votre tribunal un acte de vente sur le versement de la totalité de la somme de 300 000 $ prétendument versée par lui. C'est là que nous sommes. Ce dernier deviendra propriétaire sur base de décisions judiciaires. C'est sur base de décisions qu'il ne fait que produire. Je suis propriétaire, je suis propriétaire. Entre autres, lors de l'instruction de l'affaire, le prévenu vous a dit que la partie citante lui avait commis un avocat, lequel avocat est allé le représenter à son insu. J'ajouterai en tant qu'avocat sans avoir le mandat du prévenu. Cet avocat-là va comparaître sous RC. Sous RC, Madame le Président, je suis en train de chercher le numéro du dossier. Sous RC 114 je crois 326, devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Et parce que se trouvant en difficulté, constatant que les autres héritiers viennent réclamer leurs biens, voilà pourquoi cette action fut initiée. Et le prévenu a été représenté. Il n'a cessé de vous le dire tout au long de l'instruction qu'il y avait des avocats que lui m'avait donnés. D'ailleurs, il y avait tel avocat qui faisait la médiation. Voilà, Madame le Président, la partie citante va obtenir une décision faisant de lui propriétaire, sans avoir produit l'acte de vente. Ici, par devant votre tribunal, Madame le Président, nous avons évoqué, nous lui avons demandé de produire, parce qu'en 2016, on parle des décharges, de la convention de vente, signée en quelle date?
Ce sont des pièces signées, je pense, en 2013 ou 2014. Et lorsqu'on faisait signer au prévenu ces actes-là, le prévenu n'avait même pas la qualité de tuteur. Voilà, Madame le Président, avec quelle intention on va dépouiller mon client de son bien immeuble. On lui fait signer des actes, on prétend avoir acheté, on prétend lui avoir versé la somme de. Mais en 2016, la partie civile, la partie citante se retrouvait au parquet. Dans sa plainte, il déclare n'avoir pas avoir payé seulement la somme de 200 000. Et que 100 000 se trouvant en difficulté parce que ne sachant pas avec qui traiter. Madame le Président, nous nous posons la question. Et la question lui est posée. Avec qui a-t-il traité pour le versement des 100 000? Le prévenu avait utilisé une expression que nous avons tous retenue. Il s'est agi d'un scénario. Un scénario. Nous connaissons comment les scénarios se passent. Voilà, Madame le Président. Après avoir fait ce scénario-là, la partie citante devient l'homme fort parce qu'ayant déjà tous les papiers lui signés par le prévenu, il pense que la parcelle lui revient. Non, Madame le Président, le droit reste droit. C'est le droit de mon client. Le bien leur laissé par leur défunt père. Madame le Président, après une pression, la partie citante, même lors de l'instruction de l'affaire, a déclaré avoir fait cadeau au prévenu des véhicules. Mais il n'y a aucune pièce qui a été produite par la partie civile. Je pense que son acte de succession, faisant état du complément de la somme d'argent, la compensation faite avec des cadeaux de véhicules. Donc vous comprenez là qu'il est toujours dans son scénario. Madame le Président, après avoir signé tous les actes comme on l'a dit, le prévenu signait les actes sans avoir qualité. On a produit ici, c'est pas moi, une procuration. Mais la procuration signée par qui? Parce que le copropriétaire n'était jamais au courant. Ses frères et sœurs n'étaient jamais au courant, ne lui avaient jamais donné ce mandat-là. Mais le mandat devait être donné par qui? Pour qu'il aille conclure une prétendue vente avec la partie citante. Madame le Président, il s'agit encore là d'un scénario. Cette partie citante n'a pas eu froid aux yeux de dire à votre tribunal que Madame Elali a déclaré lors de son audition que lui avait versé la somme de 300 000. Heureusement que j'ai été prudente en demandant le procès verbal. Je ne sais pas si ce procès verbal-là est versé au dossier. Madame Elali n'a jamais déclaré que la partie citante a versé la somme de 300 000. Par contre, à cette question-là, elle dit « je ne connais pas ». Lorsque quelqu'un vous dit « je ne connais pas », vous allez lui attribuer le fait de connaître. Donc, c'est la manière de fonctionner de cette partie citante qui met sur le dos d'une personne des choses que la personne n'a pas fait. Mais ne sachant pas qu'en produisant des pièces, les pièces nous allons les lire. Voilà pourquoi elle a l'habitude, quand elle produit une pièce, elle la récupère immédiatement. Mais nous sommes dans un procès. Et dans un procès, qu'il sache que nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre où les choses vont se passer telles que lui entend. Madame le Président, je poursuis donc. Après la signature de tous ces actes, le prévenu constatera, parce qu'ayant rassuré notamment aux héritiers et à mon client, que cette partie payera le prix de la parcelle. Mais après avoir constaté que la partie citante ne l'a jamais fait, il va recourir à la partie citante en lui faisant constater que depuis la signature de plusieurs actes, ce dernier
n'a jamais daigné respecter l'engagement pris avec le prévenu. Voilà, Madame le Président, pour les rassurer. Et rassurer ses frères et sœurs, parce que lui faisait rapport à ses frères et sœurs, notamment à mon client, il va lui signer cet acte de reconnaissance. Il va signer cet acte de reconnaissance au motif qu'il reconnaît la somme qu'il payera. Voilà donc, Madame le Président, à ce jour, mon client vient parler vers vous pour dire à votre tribunal qu'étant héritier, il attend de votre tribunal une décision parce que les biens leur appartiennent. Madame le Président, je ne serai pas longue en ce qui concerne, en instruisant avec le prévenu a dit à votre tribunal, voici ce qui s'est passé. Il y a eu un scénario parce que les documents signés, c'était d'abord des documents antidatés. Ça, c'est le prévenu. Lorsque ça s'est passé, mon client n'était pas là. Mon client ne savait pas quel était le contrat du prévenu et la partie citante. Mais le prévenu vous a dit que c'était des documents antidatés. Madame le Président, sur le document, on dit que le prévenu a signé en tant que tuteur. Le prévenu n'avait aucune qualité en tant que tuteur de signer ce document, ni signer un acte de vente avec la partie citante. Madame le Président, je reviens encore dire à votre tribunal, parce que c'est une inquiétude pour nous, la partie citante ici présente n'a pas dit à votre tribunal quel est le document que le prévenu lui avait donné lors de la vente. Parce que lorsqu'on vend une maison, une parcelle, un immeuble, ce n'est pas un pain. Ou lorsqu'elle est vendue, on s'arrête à signer un document et puis c'est tout. Il aurait dû dire à votre tribunal quel est le document de transfert de droit que le prévenu lui avait donné. Parce que lui a versé la somme de 300 000. Madame le Président, toujours en droit, je prends des éléments comme ça. Est-ce que la partie citante a produit par devers vous? Il déclare avoir versé la somme de 300 000 $. Est-ce que par devers votre tribunal, cette partie citante, qui n'a pas froid aux yeux, qui a persisté jusqu'à plaider cette cause, à ce jour, a-t-elle produit par devers vous un acte de vente de la totalité de la somme de 300 000 $? Même si c'était par échéancier, mais lorsque vous arrivez à terme du paiement, il dit avoir apuré, ça c'est le français que j'ai entendu aujourd'hui, avoir apuré la somme de 300 000. Lorsque, même si vous payez par échéancier, on vous accorde 10 ans. Mais Madame le Président, Monsieur, Madame de la composition, Madame le ministère public, le dernier versement qui clôture la totalité, celui qui perçoit cette somme-là doit faire le dernier document englobant toutes les sommes perçues, notamment la totalité. Est-ce cette partie citante qui n'a passé tout son temps qu'à criailler dans le média pour avoir la compassion et de votre tribunal et de la population congolaise? C'est plutôt les héritiers qui peuvent courir vers les médias. Ce n'est pas lui. Parce que même cette presse qui est là aujourd'hui, c'est toujours lui. Est-ce a-t-il versé au dossier un acte de vente du versement de la somme de 300 000 $? Il vous dit avoir apuré. C'était en quelle date? Ça, c'est un élément de détail que votre tribunal, lorsqu'il va se retirer pour son délibéré, va s'asseoir sur cet élément. 300 000 $ versés. Parce qu'il a dit, même dans son contrat judiciaire, qui parle de 350 ou 300 000.
mais la preuve du versement. Et lorsque le prévenu nous dit qu'il s'agit là d'un scénario, nous allons nous taire. Non, Madame le Président, on ne peut pas se moquer des héritiers, notamment de mon client. Voilà pourquoi il est venu aujourd'hui, parce que son bien est parti. Son bien étant parti, il ne peut pas laisser le bien partir. Son père avait souffert pour avoir ses biens, et les ayant laissés, un citoyen ne peut pas venir s'accaparer des biens des autres. Non, Madame le Président. Devant cette réalité, devant, Madame le Président, cette réalité, je ne vois pas comment cette partie va s'en sortir. Je me pose la question, je ne vois pas comment. Parce qu'on dit avoir appiré, en quelle date? Parce que la dernière somme, c'était en 2013 ou en 2014. Et en 2016, il est devant le parquet. Il dit au parquet, je suis venu parce que je ne sais pas avec qui traiter. Ça, c'est lui. Après la date où il était au parquet, quelle est la date qui donne à votre tribunal d'avoir versé la somme et la preuve du versement de cette somme? Voilà pourquoi, Madame le Président, on ne peut pas se moquer des autres. Parce que parfois, l'on a des enfants, mais on ne peut pas se moquer des enfants des autres. Voilà pourquoi, Madame le Président, au vu de tous ces éléments, je préfère laisser à mon estimé confrère de pouvoir me compléter, mais je vous ai donné les éléments détails qui vont vous permettre, Madame le Président, lorsque vous serez dans votre délibéré, vous allez constater que l'acte de reconnaissance, c'est l'acte signé par la partie citante. Je suggérais qu'en utilisant les certificats de la partie citante, Claude Malouma Mungongo, la télévision est en train de tirer ces images. Et j'espère que ce sera diffusé. Cette partie vous dit avoir conclu une vente. Mais lisez les certificats. Les certificats, qui lui a permis, comme étant en vertu d'un rapport synthèse dressé par les bureaux du contentieux du 11 mai 2017. L'enregistrement numéro ainsi de suite. Ce titre est établi suivant les rapports des services du contentieux. Or, M. Malouma Mungongo, je constate aussi qu'il a beaucoup de procès à travers les cours et tribunaux. Je constate. Il doit en avoir plus de centaines. Et dans ce titre, dans ce certificat, avant qu'il ne soit établi, il y avait un autre certificat qui existait. Et quand vous achetez, vous trouvez déjà qu'il y a un autre certificat. Si c'est en vertu d'un jugement, les conservateurs de titres immobiliers, je suppose que celui-ci connaît son travail, doit écrire. À l'instar de ce rapport, il doit dire « Ce titre est établi en vertu du jugement rendu par tel tribunal en telle date », ce qui n'est pas le cas. Deuxième chose, quand vous prenez ce certificat, vous les comparez avec les certificats de 1958, que la partie civile continue à détenir l'original jusqu'à ce jour, au moment où nous parlons. C'est quand même une histoire unique où on vous vend une parcelle, on garde par devers vous l'original des certificats, parce que nous les détenons. Je l'ai démontré et je l'ai présenté, les certificats physiques dans l'affaire sous RC
sous RP 10 518 ici, vous allez constater que lorsqu'un certificat est établi qu'à l'origine il n'y a pas une parcelle, on écrit dans la motivation est établi en vertu des contrats passés avec la République. Lorsqu'il y a un certificat qui couvre la parcelle, si c'est un jugement qui ordonne, on écrit. Ce qui n'est pas le cas. Deuxième chose. Vous allez constater également que la partie citante Maluma Mungongo Claude, qui vous dit être propriétaire, la partie civile sollicite, avant tout examen des fonds, une descente sur les lieux. Ça vous surprend? Personne ne s'y attendait. Vous allez constater que ce que lui vous présente comme certificat d'enregistrement, dans sa configuration telle que décrite ici, et la situation réelle de la parcelle sur terrain, c'est la nuit et les jours. Voilà sous RP 10 517 /2, qui est une citation directe émanant de la partie civile ou citante, Maluma Mungongo Claude, qui a trait par devant vous, messieurs Makaya Kiama Kips, pour 3 faits. Qualifiés infraction en droit pénal, défaut commis en écriture, de son usage et des tentatives d'escroquerie, le tout prévu et puni par les articles 124 du Code pénal livre 2, 126 du Code pénal livre 2, l'article 4 du Code pénal livre 1er, ainsi que 98 du Code pénal livre 2. Les faux, pourquoi? Parce que, selon la partie citante, il était surpris par les truchements du greffier du TGI Gombe de recevoir la correspondance en parlant de l'acte, ou qui parlait de l'acte de reconnaissance par lui signé en date du 17 juillet 2017. Et de cet acte, lui reconnaissait avoir signé une convention de vente avec acompte en date du 15 août 2014 et les décharges du 25 septembre et 14 décembre 2014 par son vendeur agissant par son titulaire sous réserve de paiement suite au querelle familial. Et cela avait été fait. Veuillez nous excuser, nous avons plusieurs papyrus devant nous pour qu'on retrouve des papiers. C'est en date le 5-10-2021. C'est là où il était surpris par cette correspondance. Et ça n'a pas été suffisant. Cela lui avait été communiqué. Et c'est voilà pourquoi, de cet acte de communication, il parle de son usage. De cet acte que lui déclare faux. Et en plus de cela, il parle de tentative d'escroquerie qui a commencé déjà son exécution en émettant ces documents pour se faire payer un avantage illicite et qui malheureusement sera contraint par l'audience de séjour ou l'audience que vous êtes en train d'instruire ou qu'il se fasse payer une somme d'argent que lui a déjà acquérée. Je suis en bref par rapport à tout ce qui avait été dit. Je pense que je pris l'essentiel. Nous allons aux examens de ces 3 faits qualifiés en droit d'infraction contre le cité ici présent Makaya. Le premier, c'est le faux commis en écriture, prévu et puni par l'article 124 du Code pénal, livre 2.
Que dit cet article? L'article 124 dit les faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2000 francs ou une de ces peines seulement. Ça, c'est la définition légale que nous donnent les législateurs. Mais pour que cette définition soit appliquée, il faut l'examen des éléments constitutifs de l'infraction. Et ici, il y en a 2 renfermés dans les éléments matériels et 2 autres renfermés dans les éléments intellectuels. Que dit l'élément matériel? Le premier, on dit que l'altération de la vérité doit être faite dans un écrit. Et ici, nous avons l'acte de reconnaissance, donc c'est un écrit. Mais que dit la doctrine par rapport à cela? La doctrine, ici j'ai les sueurs, il dit qu'il y a 2 faux en écriture définis. Il y a celui qu'on appelle les faux matériels et les faux intellectuels. Il dit le faux matériel peut être réalisé de différentes façons. Parmi les modes ou les différentes formes qui revêtent ces faux, il y a aussi ce qu'on appelle la position d'une fausse signature sur un document. Pour ne pas faire l'examen des autres pour prendre du temps au tribunal, je pense que c'est le cas ici sous examen. Parce que l'instruction de cette affaire s'est basée uniquement sur cela. La partie civile citante plutôt, a eu à démontrer tout au long de ce procès qu'il n'a jamais signé ces documents. Il a donné aussi d'autres éléments, notamment le contenu de cet acte ne pouvant pas être vrai, étant donné que la vente avait été déjà établie à ce temps-là, et de cette vente, il en a déjà obtenu le document quant à ça. On s'était dit, oui, mais en parlant de la vente d'un immeuble, il faut que les éléments aussi se réunissent pour qu'on dise que la vente a été le bon lieu et qu'on soit propriétaire d'un immeuble. Et parmi les éléments, l'essentiel, c'est la remise de l'argent. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui va obtenir des documents jusqu'à un niveau d'obtenir un certificat d'enregistrement sans qu'il y ait de l'argent versé. Sans qu'il y ait de l'argent versé quant à ça. Le tribunal est entré en profondeur. Nous-mêmes, nous étions là au ministère public. Les questions avaient été posées à la partie citée. Voilà les réponses de la partie citée. Tous les actes que nous avons faits, moi, j'ai acquiescé la vente. J'ai accepté avoir perçu l'argent. Mais ce n'était que les actes apparents. Et c'était sous menace. Nous étions allés plus loin pour savoir s'il y avait une menace. Quels en étaient les actes de ces menaces? Cela n'avait jamais été démontré. Ça n'avait jamais été démontré. Et en plus, nous avons pu demander s'il y avait une menace, donc il y avait une extorsion de votre signature. C'est un droit pour vous de porter plainte quelque part pour extorsion de signature. Rien n'avait été démontré depuis la vente jusqu'à ce jour. Il faut aller encore plus loin. Il y a eu des jugements rendus. On a reconnu la partie citante comme étant propriétaire du lieu. Vous et nous, tous ici présents, nous sommes praticiens du droit et que nous savons qu'une fois le jugement rendu, ça devient une loi au parti. Et nous, ça s'impose à nous. On n'a pas démontré là où ces jugements avaient été attaqués. On n'a jamais démontré là où c'était attaqué
ou c'était annulé. Et ce n'est pas votre tribunal de le faire. Ce n'est pas votre tribunal de le faire. Parce que ce jugement jusqu'à ce jour devient une loi pour nous. Comment allez-vous annuler ce jugement? C'est là le problème. Partant de cela, comment peut-on revenir sur un acte pour dire qu'on reconnaît encore avoir des dettes quant à ça? Vous voyez que même le contenu de ces décharges ne démontre pas la réalité des faits. Ne démontrant pas la réalité de ce qui est dans le dossier, ça devient faux. Un faux intellectuel, parce que la partie citante a nié la signature. On ne nous a pas apporté non plus l'original. Nous sommes dans les photocopies. Nous sommes dans les photocopies. Depuis la première audience jusqu'à ce jour, nous sommes dans les photocopies. Depuis que nous étions sous le banc de l'école, on nous avait dit que la partie lésée n'a que 2 voies. Lésé par une infraction, il saisit le tribunal directement en passant outre le parquet par citation directe. Et c'est sur base des examens des infractions, on voit s'il a raison, on lui accorde les dommages d'intérêt. Du fait que ces infractions-là lui ont causé préjudice. Alors, s'il n'a pas saisi cette voie, il passe par le truchement du parquet pour faire prévaloir ses droits. Et en ce moment, les parquets vous saisissent par citation à prévenir. En ce moment, il se constitue partie civile pour venir réclamer et solliciter des dommages intérêts quant à ces faits qui seraient condamnés en infraction. Maintenant, compte tenu de tout ce qui vient d'être éclairé devant vous, est-ce que c'est Stéléona? Nous avons suivi la partie civile. En l'entendant de parler, il va dans le sens de Stéléona, il n'a pas vendu sa qualité, il n'a pas vendu sa qualité. Ça, c'est Stéléona. Je ne suis pas encore, je ne me prononce pas encore parce que le tout s'emballe. J'ai pleuré seulement. Je suis encore dans le faux comme en écriture. Le faux là, compte tenu de la réalité du dossier, existe. Il existe. Parce que même sur le plan intellectuel, on dit que l'auteur doit savoir qu'il altère la vérité. Peut-on accepter ailleurs avoir perçu des montants pour revenir et dire que non, ce n'est pas ça? Ce n'était que des menaces. Non. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'intention frauduleuse alors à cet instant sera établie et est établie effectivement. Tous ces éléments-là étant présents, vous direz qu'à cette infraction établie. En fait, comment? Nous allons dans la seconde infraction, la deuxième infraction, la prévention, qui est celui de l'usage, prévu et puni par l'article 126. Cet article définit l'usage en ces termes. Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aurait fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux. Et ici, les éléments matériels et les éléments intellectuels plutôt sont encore requis pour que cette infraction soit établie. Aux éléments matériels, il est dit, c'est le fait d'utiliser ou de tenter d'utiliser un acte faux, cet acte ayant été établi, falsifié ou altéré par un autre. Et ici, à la lumière de tout ce qui
qui avait été dit tout au long de ces procès. Les points étaient établis. Lui-même, délibérément, il a choisi d'utiliser la voie du greffe pour atteindre la partie citante, afin qu'il se fasse payer un prix. Et ces prix, c'est ce qu'on appelle l'avantage illicite. Illicite pourquoi? Parce que nous sommes en difficulté de comprendre que quelqu'un qui dans plusieurs documents a eu à reconnaître qu'il a perçu des sommes d'argent, et même sa belle-mère qui atteste par des PV qui n'ont jamais été attaqués, que cet argent avait servi aux soins médicaux du défunt son mari, en accord avec la partie citée ici présente, qu'il revienne à ce jour demander encore la somme. Mais si nous allons même dans l'esprit de cet acte ici, combien il réclame? Combien il réclame? Et si nous allons encore plus loin, comme je l'avais eu à le dire bien avant, les jugements déjà rendus confirmant la vente, et nous savons que la vente ne peut jamais être déclarée vente si on n'a pas perçu l'argent. Et une instance aussi haute qui rend le droit, qui confirme la vente, et aujourd'hui on vient par une juridiction même inférieure au TGI déclarer une annulation de cette vente. Moi, je ne sais pas comment ça va se faire. Moi, je pense que quand une décision est rendue, si on n'est pas d'accord avec cette décision, on va en appel en matière civile, ou bien on exerce d'autres voies que chacun de nous ici connaît. Sont punis, prévus punis par la loi et condamnés de 5 ans de servitude pénale. Chacune d'entre eux. Le faux et usage commis par la même personne, tous les deux. Pour les deux, je ne peux pas m'allier à mineur, je ne peux pas requérir 5 ans. Je requiers pour les deux 3 ans. Parce que c'est la même personne qui en est l'auteur et c'est la même personne qui en a usé. Il n'a pas dit qu'il n'a pas été devant les greffes, il a confirmé qu'il a été là-bas, qu'il a remis, enfin qu'on donne. Là, il était aux avis. Il n'a jamais mis. Où ces deux filles? Allant dans le sens des mineurs, vous la condamnerez à 3 ans de servitude pénale principale. Vous allez détruire cet acte ici qui met à mal tout le monde. Et comme il en reste encore une infraction, je l'aborde aussi. C'est celle des tentatives d'escroquerie. L'article 4 dit, dispose, le code pénal est pour le premier, partie punissable lorsque la résolution de commencer l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui ont été suspendus et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Ça c'est l'article 4. Et l'article 98 dispose que quiconque
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, c'est faire émettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage des faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, et puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans et une amende dont le montant ne dépasse pas 2 000 francs pour une de ces peines seulement. Mais nous attellons sur l'article 4. Le législateur dit qu'il faut qu'il y ait commencement d'exécution. Là, quand j'étais à la maison, ou depuis que j'étais à l'audience ici, je me posais la question de savoir le commencement. Est-ce que c'est le fait d'aller saisir les greffiers pour aller lui donner un document comme correspondance à faire remettre à la partie citante? Là, vraiment, je suis en difficulté. Parce que je me dis que lorsqu'on saisit ces instances, ce sont des prétentions qui peuvent être vraies ou faux, qu'il faut examiner. Et dans les cas sous examen, on n'a même pas saisi le tribunal, ce n'est que ça. Ce n'était qu'une correspondance qu'on a livrée là-bas pour que ce soit remis. Sans même le montant, il n'y a même pas eu commencement de montant qu'on a eu à remettre, et que c'est sur base de ça qu'il y a eu une action qui est venue interrompre cela. Il a été seulement surpris par ces documents et qui a fait à ce qu'il acclage cette action devant vous pour qu'on puisse détruire ces documents. Est-ce que c'est cela qui constitue le commencement ou l'exécution de cet acte interrompu par les RC, les RP, à cette infraction, quand on vous a saisi pour qu'il soit examiné, et aussi que les cités ici présents puissent être condamnés, je n'ai pas vu les éléments constitutifs réunis pour que nous puissions requérir une condamnation en cassation. Alors, pour les tout, alors j'y vais comme j'avais dit tout à l'heure. Pour les faux et l'usage, j'avais requis 3 ans. J'avais requis la destruction. Et par rapport à ces tentatives, vous l'en acquitterez. Vous en acquitterez, faute de tous les éléments réunis qui soient punis. Par rapport aux dommages et intérêts subis par la partie citante, vous allez recevoir leur action, la dire fondée et en toute équité. Vous allez tenir pour rendre droit à leur cause. L'instance à charge de la partie citée. Pour la partie civile, nous avons déjà eu à donner notre position dès les premiers jours. Lorsqu'il était constitué, nous réitérons le même moyen. Parce que les infractions qui vous saisissent, ce sont les infractions pour lesquelles la partie citante n'a pas démontré qu'il a été préjudicié par rapport à ça. Au contraire, la partie civile, la fait qui a attaqué la partie citante, plutôt transformer une partie qui vient vous supplier pour que vous puissiez entendre, pour qu'il puisse entendre dire son droit fondé, le métamorphoser en partie prévenue. Parce que pour que lui paye les dommages et intérêts, il doit d'abord être inculpé. Nous sommes en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile. Il doit d'abord être inculpé. Et de cette inculpation,
alors les dommages et intérêts vont en dépendre. Vous voyez que l'autre tribunal est en difficulté, sera toujours en difficulté quant à ce. Nous réitérons le même moyen que nous avons prononcé la fois passée et ça sera justice. Nous avons dit. Merci. Ici, comme mon avocat n'est pas là, pour cet acte, je peux dire pour cet acte de reconnaissance, c'est bel et bien l'acte de la partie citante. Je vois mon avocat est dans la salle. Il connaît cet acte depuis 2017, 2018 jusqu'à maintenant. Même l'avocat qui vient de vous lire, il était, comme j'avais dit la fois passée, il était parmi les médiateurs que j'avais choisi. Il a aussi cet acte depuis longtemps. Donc, l'acte est vrai. J'ai plusieurs actes ici. Je peux vous démontrer. C'est lui. Ça aussi c'est lui. Ça aussi c'est lui. Ça aussi c'est lui. Donc je ne sais pas, avec tous ces actes-là, quand il vient ici, nier sa signature. Lui-même sait, il connaît que vous avez vu qu'il était en difficulté de vous produire même un seul bordereau de versement même minimum de 35 000. Donc, comme je vous avais dit que ce sont des actes apparents, juste pour barrer la route aux autres frères à la partie civile qui avaient déjà confisqué la parcelle pour leur intérêt. Et nous avons fait ça, nous avons voulu faire ça pour l'intérêt de tout le monde. Alors, ce que je peux dire, le tribunal m'acquittera, je demande l'acquittation du tribunal. Je pense que... Monsieur Manoum, attendez, on parle de 5 minutes pour la partie. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller vite. Je pense que j'ai été vilipendé ici. Je remercie l'intelligence, la sagacité du ministère public qui vient de dire exactement ce que le droit dit. Et moi, j'ai quelque chose à dire ici. Vous avez vu, il y a une personne qui a pris le certificat ici, n'a pas lu jusqu'au fond. Et ils savent pourquoi ils n'ont pas lu. Vous avez vu ici, on vous a parlé d'un original des certificats qu'ils ont. Mais la partie ici, si je vous lis, PV de ce tribunal a posé la question à la partie au procès, Maître Toussaint Alonga, qui a répondu. Madame Foura a-t-elle partie citante du contrat judiciaire? On lui pose la question, vous connaissez-vous avoir vendu la parcelle à Madame Foura? Oui, j'ai vu l'acte. Donc, Maître Toussaint Alonga a reconnu ici que sa partie a vendu la parcelle à une certaine Madame Foura. Mais on ne lui a pas donné le certificat original. Vous avez le maître d'œuvre de cette histoire dans la salle. Je vais vous démontrer. Il détient tout simplement l'original parce que le papa de ses enfants a porté plainte pour vol en 2011. Et ils ont fait la prison pour ça. Son client y compris. Mais il ne vous dit pas. Après ces certificats, ils ont fabriqué un faux certificat dont ils ont mis seulement les noms de son client et des autres. Donc dans le certificat, son client est né en 1933. On va vous les donner. Quand les brillants A.G. Liongo lui pose la question, vous êtes né en 1933? Oh non, je suis né en 1965. La partie citante, évitez de citer les noms des autorités. L'avocat général, il avait interpellé pour ça. Ils vous ont caché ces certificats intermédiaires. Donc après les certificats des papas qui détiennent l'original volé, dont les papas portaient plainte en 2011, on va vous les donner. Ils avaient confectionné un autre certificat. C'est pour ça que vous voyez, ils ne voulaient pas lire le rapport synthèse jusqu'à la fin, le certificat jusqu'à la fin. Mentez, mentez, il en restera quelque chose. Autre chose, je voulais préciser ici. La partie civile ici
n'a pas raison d'être ici. Ils ont vendu, donc c'est une escroquerie bien organisée. Vous vendez et vous revenez encore réclamer alors que la dame d'Anna Foura est au tribunal avec moi. Leur vendeur, la personne à qui ils ont vendu, leur acheteur est au tribunal avec moi. Donc, ces gens qui ont fait nommément la prison plusieurs fois. Et pour conclure, comme j'ai toujours dit, la partie prévenue devant l'inspecteur judiciaire dit clairement: j'ai été approché par Maître Toussaint Alonga qui me proposait qu'on puisse voler la parcelle de M. Claude Malouma. Ce n'est pas moi. C'est la prévenue. Le PV est là. Nous avons levé copie. J'ai été approché par M. Toussaint Alonga qui m'avait proposé comment qu'on puisse arracher la parcelle de Claude Malouma. C'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Quant à ce, le ministère public avait tout dit. Moi, je ne peux plus continuer. Je pense que j'avais beaucoup de choses à dire ici. Et je ne peux plus. Je pense que je vais laisser la parole à Maître pour compléter. Je voulais juste éclaircir cela. Vous, ça reste une minute. Ça concerne l'intervention de la partie citante de tout à l'heure. Puisque pour atterrir, l'un des conseils avait dit, c'est sous la pression de la famille qui attendait le compte que la partie citée devrait rendre que la partie citée a présenté ces documents. Tout porte à croire que les actes posés par la partie citée a été bien entendu connu de la partie citante. Cependant, n'ayant pas versé tous les prix de ce qu'il avait reçu de la partie citante, la partie citée, pour faire croire aux autres qu'il existerait encore des sommes d'argent restantes, il a établi ces documents qu'on intitule acte de reconnaissance que notre client n'a pas reconnu. Donc le raisonnement est logique parce que sur base des sommes qu'il a perçues, monsieur a entretenu plusieurs femmes et acquis plusieurs biens. Cela porte à croire quoi, votre honneur? Que la partie citée ou la partie civile, s'il a des droits à réclamer à la partie citée, elle vient se constituer partie civile pour prétendre à un préjudice, c'est le fruit de la vente. Et ce qui revient à dire qu'il a pleinement droit d'initier une action au pénal pour abus de confiance. Le deuxième point concerne l'intervention du ministère public. On sait que le ministère public dit qu'il n'y a pas eu exact portant début ou commencement de l'exécution de l'information. Votre honneur, c'est tellement technique. C'est fini, maître. Dans 30 secondes, j'ai fini. Dans vos notes de plaidoirie, c'est dans 30 secondes. C'est tout. Merci. Pour donner les PV qui viennent de lire. Ça y est au dossier. Si le tribunal a fait Mais le procès verbal est là pour gagner du temps, on peut l'avoir. Maître, mettez à la disposition du tribunal Dans nos rapidement. paperasses qu'il parle, on est en train de chercher. Rapidement. Je cherche. Bon, allez d'abord à l'essentiel. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que Maître Toussaint Alonga est intervenu dans cette affaire en 2020, c'est le mois de juin. C'est-à-dire que le combat a commencé bien avant mon arrivée. Ça ne date pas de... Ils ont plus ou moins 9 affaires jusqu'à la Cour de cassation, les deux parties. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Je réplique à ce que venait de dire le ministère public. Le ministère public, prenant la parole, a dit que la partie citée reconnaît avoir perçu le montant. Mais lors de l'instruction, il a été fait état d'une plainte de 2016. Une plainte devant les magistrats. La partie citante dit avoir versé 100 000, reste à payer. Dit avoir versé 200 000, reste à payer 100 000. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, Madame le ministère public, la partie citante n'a jamais versé les 100 000 restants. C'est lui-même. La plainte est venue d'elle-même, la partie citante, et c'est elle-même devant les magistrats, dépose. Peut-on parler d'une vente? Je ne sais pas. La pièce est déposée ici. La pièce a fait l'objet d'une longue instruction jusqu'à ce jour. J'ai conclu. Je crois que je n'ai fait qu'une minute. Je conclus en disant. Je conclus en disant que préjudice il y a. Et nous ne pouvons pas nous plaindre seulement lorsque
lorsque il s'agit seulement d'initier une action contre la partie citée. La constitution des partis civils se fait à chaque étape de la procédure, à tout moment, je dis la loi. Donc notre présence ici est motivée par le fait de la loi. La loi n'est pas dit à quelle étape on peut se constituer. Et donc, vous allez vous en rendre compte que préjudice il y a le fait que quelqu'un a vendu un bien et a appartenu à autrui sans qualité. Et de cette vente-là, se prévaut la partie citée aujourd'hui. Nous disons qu'au vu de tous ces actes-là que nous considérons faux, nous avons subi des préjudices. Voilà tout. Je ne fais qu'une minute 30 secondes. Vous avez fait 3 minutes. Reste Merci 2. beaucoup. Voici ce que j'ai dit à la partie citante, qui a tenu ce procès verbal à main, qui ne se voile pas la face, qui n'a pas froid aux yeux, même de faire des fausses déclarations devant votre tribunal. Il dit ceci, que le prévenu a déclaré à la brigade criminelle avoir été approché par Maître Toussaint pour voler la parcelle. Quelle est son intention? Je le lui rappelle. Maître Toussaint Alonga n'est pas son adversaire. Ça, je lui ai dit à l'audience passée, je répète encore, qu'il ne le considère pas comme son adversaire. C'est un avocat qui vient intervenir dans le cadre de la profession. Si le procès verbal est au dossier, s'ils n'en ont pas, ils vont le verser, votre tribunal le lira et il verra que ce qu'il a dit ici, ce n'est pas ce qu'il faut. Pourquoi il doit... J'ai dit, c'est dit ici, je peux même souligner, si tu le permets, je peux même souligner ici. C'est ici. Maître, Il m'avait... Pourquoi? Madame le Maître, Président. s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Pourquoi il se comporte comme ça? Je souligne encore parce que je vais vous aider. C'est ici. C'est un acte de truc, mais... Parce qu'il continue, il persiste comme s'il a raison. Quand son client déclare des choses ici, il n'a pas le courage de lui parler. C'est dit ici, le prévenu lui a dit qu'il a été approché pour arracher la parcelle. Ici, son client dit pour voler la parcelle. C'est contre un avocat que son client parle comme ça. Et c'est un avocat qui est là, qui assiste au monsieur, et le monsieur fait des déclarations comme ça. Madame le Président, j'ai entendu le ministère public parler d'une décision du tribunal de grande instance de Kinshasa. Ici, nous ne sommes pas venus contre une décision. Ici, nous nous sommes constitués partie civile pour les préjudices. Je venais de parler, j'ai dit à votre tribunal, notre client est héritier de cette succession. Et le bien de la succession est parti. Est-ce que n'avons-nous pas subi un préjudice? Lorsque le ministère public dit c'est contre une décision, nous ne sommes pas venus ici, Madame le Président, ce n'est pas contre une décision. Parce que le ministère public dit, d'ailleurs la décision rendue par une juridiction supérieure. Non, vous aviez été saisi par une citation directe et nous venons. Merci beaucoup, Madame. Merci. En matière de signature, cette signature doit passer par l'expertise. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle en droit, en matière de signature, la précision dans les gestes graphiques. Vous ne pouvez pas à ce jour prendre cette affaire en délibéré sans avoir examiné cette signature auprès des experts. Je sollicite le tribunal qu'on puisse passer à l'expertise de cette signature au service compétent. Je dis. Maître, vous êtes venu en retard, nous sommes arrivés presque à la fin. La partie citée, le ministère public, elle a requis de dire, établir en fait comme en droit, l'infraction des faux en écriture et des usages mis à votre charge. Il a sollicité qu'on vous condamne à 3 ans de servitude pénale et qu'on détruit l'acte de reconnaissance. Et quant à l'infraction des tentatives d'escroquerie, il a dit que cette infraction n'est pas établie. Qu'en dites-vous? Ici, je demande au tribunal que tous les faits que la partie citante m'a attribué est faux. Alors je demande au tribunal de m'acquitter. Merci de délibérer pour se prononcer dans les délais légaux de la Maître, le tribunal vous remercie. Vos notes de plaidoirie dans les délais.
récupérer.